Fiat est la marque du groupe Stellantis à avoir vendu le plus de modèles en 2023, aidé par sa présence quasi mondiale qui lui permet d'être la marque la plus vendue de toute l'Amérique du Sud, avec près de 15% de part du marché du continent, devant Volkswagen et les autres. La marque est même leader sur 4 marchés nationaux, évidemment l'Italie, mais aussi le Brésil, la Turquie, et l'Algérie, avec 78% du marché. D'autant plus étonnant quand on voit la gamme européenne qui ne se constitue plus que de 4 modèles. La 500, qui n'a que peu évolué depuis 2007, la Panda, qui remonte à 2011, la 600, qui reprend la plateforme de la 2008, et enfin la Topolino, qui se veut une Citroën Ami plus chic. Bref, que des dénominations rappelant le passé de la marque et son expertise dans les petites voitures. La première que j'ai citée reprend un nom qui, historiquement, remonte à la Topolino, la souris, en italien. Plus précisément, Mickey, la souris. C'était le surnom de la première génération de Fiat 500, Cinquecento, 1936, donc oui, sous Mussolini. Une voiture bien connue en France, puisque reprise par Simca. Ensuite est arrivée la 600, celle qui a véritablement mis l'Italie sur 4 roues, mais qui s'est fait voler la vedette par sa petite sœur, la Nuova Cinquecento, la nouvelle, parce que deuxième génération, qui arrive en 1957 et reste la plus mythique. Les deux ont été produites sous licence dans différents pays. La Panda arrivera bien plus tard, en 1980, à une époque où la gamme Fiat paraît presque pléthorique par rapport à aujourd'hui. La 126, qui est une 500 Rockhouse, et la 127, à peine plus grande et qui se fait vieille. La Ritmo, qui entend contester la suprématie européenne de la Golf. Les berlines 131 et 132, ainsi que leurs dérivés coupés, toujours la Spider, sur la base de la 124, qui perdure depuis une quinzaine d'années, et la X19, qui est pas toute récente, elle a déjà 8 ans en 1980, et puis il y a les dérivés de 127, utilitaires et loisirs. Dans l'ordre des choses, la Panda, économique, est appelée à remplacer la 126. La un poil plus grande 127 n'est plus au goût du jour. Une nouvelle étude est lancée, la 146. Oui, non, vous ne la connaissez pas sous ce nom, elle s'appellera Uno sur le marché. Alors c'est sûr qu'elle nous paraît insipide désormais, on n'en voit plus beaucoup dans les rues, surtout qu'elle a été la grande voiture des lycéens de mon époque dans sa version 45 IE. Mais elle a réussi à être élue voiture de l'année devant la Peugeot 205. Et surtout, sa carrière s'est étendue de 1983 à 2014, sous différentes variantes, ce qui lui vaut cette vidéo. Pour retracer rapidement la genèse du modèle, Fiat était alors propriétaire d'Auto Bianchi, dont la 112 avait permis de tester la plateforme tout à l'avant, qui servira pour la 127. Fiat était également propriétaire de Lancia, pour ce qu'on n'appelait pas encore le Premium, et qui incluait justement la 112 sur les marchés étrangers. Giugiaro avait dessiné un concept méga gamma pour orienter le style de la marque haut de gamme et l'avait décliné en une proposition validée pour remplacer la 112, justement en utilisant la plateforme du futur projet 146 qui allait devenir le Tipo Uno, parce que la Panda était le Tipo 0 et que ça allait servir à plusieurs marques. La Tipo Uno, vous l'avez deviné, elle va devenir tout simplement la Fiat Uno. Sauf que personne, ni en interne, ni chez Ital Design, n'arrive à séduire l'état-major de Fiat avec une proposition pour cette Uno à venir. Vous voyez la pilule arriver, la marque à la lance, c'est tout simplement vu piquer sa future citadine au profit de la maison mère. Et la 112 de tenir jusqu'en 1986 avant que l'Y10 ne la remplace, avec une esthétique proche du projet initial, mais sur la base de la Panda. Et Lancia n'aura jamais sa déclinaison de la Uno. La conception de la Uno est la première utilisant la CAO, la conception assistée par ordinateur, en Italie. Et mis à part le plus petit moteur, tout le reste est nouveau par rapport à la 127. On parle de 1000 milliards de lire investis dans ce développement, l'équivalent à peu près de milliards d'euros actuels, sur 5 années, incluant des millions de kilomètres d'essais parcourus, histoire d'être bien sûr que le modèle sera fiable à son lancement. Son coefficient d'entrée dans l'air ne dépassera pas 0,34. C'est un record à l'époque. Pour finir avec la modernité, elle sera aussi la première citadine à bénéficier d'autant de robots dans sa production, et donc plus de précision, et donc moins de soudure, et donc moins de matière. Résultat, la voiture coûte moins cher à produire, elle est donc vendue moins cher, et quand je dis moins cher, vous voyez qu'en France, elle commençait à moins de 33 000 francs, quand la Citroën LN, pourtant dérivée de la 104 déjà amortie et utilisant le bicylindre de la 2 chevaux,
coûtait plus de 34 000 francs et que la concurrente directe, la 205, s'affichait à presque 40 000. Même la petite sœur Panda dépouillée, bien plus rustique, était à peine moins chère. Vittorio Ghidella, le chef du projet, avait annoncé que la Uno représenterait le tiers des ventes de Fiat, soit dans les 2000 véhicules par jour. Le temps de mettre en route la chaîne à sa cadence maximale, on atteindra presque le double. De quoi ouvrir une ligne dans une deuxième usine, après l'ultramoderne et gigantesque Mirafiori, ce sera au tour de celle de Rivalta, près de Turin, de produire la Uno. Je passe les détails techniques, mais le petit 903 cm3 hérité de la 125, et qui date de 1955 même, laisse la place en entrée de gamme à un 999 cm3 à Arbracam en tête, dont la conception demande un tiers de pièces de moins, et dont la production est automatisée à plus de 80%. Autant d'économies pour un modèle qui ne se vendra pas moins cher, donc il rapportera plus au constructeur. Son nom, Fire. Oui, venant d'Italie, on serait tenté de prononcer FIRE, mais en fait il s'agit d'un acronyme pour Full Integrated Robotized Engine. Littéralement quelque chose comme moteur à la robotisation totalement intégrée. Bon, c'était peut-être juste un jeu de mots, mais en tout cas c'était en anglais. Enfin, pas tout à fait. Le 903 cm3 reviendra 3 ans plus tard, proposer une nouvelle entrée de gamme pour faire face aux nouveaux arrivants sur un marché qui est quand même très compétitif. Ce moteur ne disparaîtra vraiment qu'en 1993, quand la catalysation devient obligatoire. Autre innovation pour la catégorie, le turbo-diesel. À noter que les diesels utilisés sur la Uno sont ceux de la 127 brésilienne, qui étaient tout simplement des moteurs à essence modifiés. Ça se faisait bien à l'époque. Évidemment, celle qui nous fait le plus plaisir, elle est toute rouge avec un scorpion dans un écusson jaune, la Turbo IE, qui est la GTI de la gamme, mais avec un modèle d'1,3 litre seulement, hérité de la Ritmo, donc voiture plus lourde, donc là ça marchait bien. Et quand je dis qu'il y a le Scorpion, c'est pas tout à fait exact. Alors, on parle d'abord du moteur. Le moteur évoluera de 85, présentation de la Turbo IE, à 93. Il passera à 1,4 litre, il va monter jusqu'à 118 chevaux avant le catalyseur, bien plus que ce que le châssis était capable d'encaisser. Moi, fallait la manier avec prudence, mais je me souviens que ça procurait quelques chouettes sensations quand on tapait un peu dedans. À sa présentation, elle bénéficie d'un haillon spécifique avec un béquet intégré, ça fait plus sport. Un béquet qui se retrouvera sur tous les modèles après le restylage de milieu. Restylage qui apportera ce fameux écusson abarth sur les jantes. Alors qu'à ma connaissance, le sorcier n'a pas du tout touché au véhicule. Mais c'était le début des rebranding marketing. Voilà. À l'intérieur, en revanche, c'est Momo qui fournira le volant. Ça a eu un accastillage du plus bel effet pour l'époque. Ouais, ça fait une heure de... Ouais, oui, bon, ça était dans le tape à l'œil, quoi. Cette voiture a une particularité qu'on n'arrive pas très bien à se reprojeter aujourd'hui, parce que c'est revenu sur d'autres voitures, mais il y a une grande surface vitrée, parce qu'il y a un pavillon qui est très haut. Et il y a une troisième vitre latérale. Alors oui, vous allez me dire que c'est chose courante maintenant, et que même avant la Uno, il y avait déjà eu les 2 chevaux et les R4 qui singeaient ainsi les limousines, mais sur ce segment, c'est une première. Cette grande surface vitrée influence les productions de la marque, puisque la Tipo, qui sort quelques années après, lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, et après sa sortie, ce sera à son tour d'influencer la petite sœur pour son restylage de 89. Sauf que ce restylage, il s'agit pas juste de dessiner une calandre et des phares. Non, la voiture gagne carrément 5 cm uniquement pour redessiner la face avant. Calandre couleur carrosserie, phare effilé, pare-choc avec moins de détails inutiles. À l'arrière, les feux prennent plus de place et le haillon est carrément revenu. J'ai évoqué le béquet, mais également la forme et même le volume. À l'intérieur, le tableau de bord abandonne les satellites à la Citroën pour quelque chose de plus consensuel et moins rachitique. Sa remplaçante, la Punto, apparaît fin 93, mais la Uno reste encore au catalogue 2 ans. En Europe. Ah oui, parce que ailleurs, c'est là que ça devient intéressant. Comme la 127 avant elle, la Uno s'est déclinée en utilitaire à grosse caisse arrière, mais il aura fallu attendre 87 pour le voir arriver. Le restylage est passé par là, le Fiorino n'en bénéficie pas. Quand je vous parle d'arrivée, c'est parce que le Fiorino ne sera pas produit en Italie, mais au Brésil, puis importé en Europe.
Ce qui explique pourquoi le restylage ne s'applique pas, mais je reviens sur ce point-là juste après. Il y aurait une version fourgonnette et pick-up pas très répandue chez nous, ainsi qu'une version panorama, avec 2 banquettes latérales pour accueillir 4 personnes de plus à l'arrière. Cette banquette impose un pavillon encore plus haut que celui de la berline, qu'on va garder sur toutes les versions, offrant un volume de chargement de plus de 3 mètres cubes énorme sur 4 mètres de longueur. Donc oui, la Uno sera produite au Brésil dès 1984, soit un an seulement après l'Europe, en 3 et 5 portes, mais avec un capot débordant sur les ailes avant, ce qui s'explique car l'état des routes du pays impose une suspension indépendante renforcée. Or, une suspension indépendante, la Uno n'en avait pas à l'arrière, donc quand vous rajoutez ça, la roue de secours a plus de place sous le coffre. Et donc elle retourne se loger sous le capot moteur, comme sur la 127, obligeant le capot moteur à être plus haut, et donc à redescendre jusqu'aux ailes. Je vais être tout à fait honnête, je ne sais pas quelle part de la 127 a survécu dans les Uno produites au Brésil ou en Argentine. Peut-être même n'est-ce pas la même plateforme que la Uno européenne. Elle existera aussi en 4 portes à coffre, en coupé 2 portes, en break 3 portes que je n'ose pas appeler commerciales, et en break 5 portes. Elle sera produite au Brésil jusqu'en 2013 sous le nom Mirade et inaugurera le tout premier moteur essence alcool au monde. Alors ensuite, on retrouvera évidemment dans les autres pays avec des accords de production historiques, Polski en Pologne, Zastava en Yougoslavie, même si le modèle n'aura même pas le temps de s'implanter, qu'il sera remplacé par un ersatz reprenant l'esthétique de la Uno, mais la base technique de la Yugo 45, qui était issue de la Fiat 127. Je pense que la Yugo 45R n'était qu'une Fiat Uno importée et rebadgée à l'économie. On la retrouvera également en Turquie avec Tofas, qui a même exporté des kits en Égypte, au Maroc avec Somaka, en Afrique du Sud avec Nissan, en Inde, au Pakistan, aux Philippines, et tout cela jusqu'en 2013. Tout compris, on serait dans les 11 millions d'exemplaires produits dans le monde, ce qui en fait une des voitures les plus produites de tous les temps, mais je n'avoue ne pas avoir vérifié ces chiffres. Si vous le faites, merci de me les donner en commentaire. La Uno aurait dû être remplacée en Amérique latine par la Palio, dont on a connu la version en break en Europe, et la pick-up aussi. La Palio utilisait la même base de Uno légèrement modernisée. Elle se vend bien. Pour autant, la Uno, qui a vu beaucoup de ses versions disparaître du catalogue, se maintient au même volume. La Uno continue donc son chemin et sera améliorée et restylée jusqu'à ce qu'une nouvelle loi impose trop de modifications pour 2014 et que le modèle s'arrête d'une vie bien remplie. Avant cela, le modèle est tellement mythique que Fiat décide d'en présenter un nouveau, le nouveau Uno en 2010. Et s'il vous fait penser à la Panda, vous avez raison et vous avez tort. C'est la nouvelle Panda, la 3e génération, qui s'inspire de la nouvelle Uno et pas l'inverse. Encore que la plateforme de cette nouvelle Uno n'est autre que celle de la Panda de 2e génération. Cette nouveau Uno aura aussi quelques déclinaisons, dont la 3 portes tellement mignonne, et surtout le Fiorino qui sera vendu comme RAM ProMaster sur certains marchés, principalement d'Amérique latine, et sous la marque Peugeot sur les marchés sud-américains. Le modèle quittera le marché en 2021 pour laisser la place à la Mobi qui s'y installe tranquillement depuis 2016, une Mobi qui utilise la même plateforme que la nouveau Uno. C'est incroyable, une Uno.